Merci. Alors, peut-être que je vais hérisser certains ou certaines. C'est pas du tout par malveillance, c'est par souci d'honnêteté intellectuelle. Ce sujet de psychologue-psychiatre me passionne depuis longtemps, pour des raisons de santé publique et d'organisation des soins, comme je le dis, par le fait que dans d'autres pays, ça n'a rien à voir. Et puis, vous imaginez que pour nos politiques, c'est une méga question, parce que bien sûr, un ou une psychologue, ça ne coûte pas la même quantité d'argent qu'un ou une psychiatre. Voilà. Et alors, récemment, mon très bon collègue Myron Belfer, qui est un très vieux pédopsychiatre juif new-yorkais, a écrit un papier dans le World Psychiatric Association en disant, de toute façon, la pédopsychiatrie, c'est voué à disparaître, parce que ou on est des pédiatres qui faisons de la psychothérapie, ou on est des psychologues qui prescrivent. Et donc, dans les deux cas, finalement, on n'apparaît pas. Alors, il a un petit côté Woody Allen, c'est une espèce de position mélancolique qui est là pour stimuler les gens et pour dire à ses collègues, secouez-vous. Il y a quand même une question. Alors, la question existe d'autant plus qu'il y a 10 jours, j'étais invité chez un collègue, et puis sa sœur a 2 enfants, dont une petite fille de 8 ans, et donc visiblement la grand-mère dans la cuisine lui a dit, oui, Bruno, il est pédopsychiatre. Et donc, elle est venue me voir, et au milieu du repas, elle me dit, mais Bruno, tu es pédopsychiatre ou tu es pseudo-psychiatre? Donc, visiblement, il y a une question. Oui. Est-ce qu'on peut fermer l'ordi parce que les clignotants sont hyper fatigués? Donc il y a une question autour de notre métier et de ses liens avec la pédiatrie et avec la psychiatrie. Alors, et c'est particulièrement sensible en psychiatrie de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'en psychiatrie de l'adulte, en fait, la pensée médicale se prête mieux parce qu'il y a plus de médicaments. Où ça, on prescrit très peu en psychiatrie de l'enfant. En psychiatrie de l'adulte, ils prescrivent beaucoup plus. Et puis, le contour des phénotypes est plus carré. Et donc, on peut avoir une approche sémiologique, syndromique, thérapeutique, assez standard. Et puis, en psy périnatal, en fait, le corps et le soma est très proche, comme tu l'as dit, il y a un accouchement, il y a une mère, il y a un enfant en développement très vite, et du coup, la légitimité du médecin est évidente. Alors, donc du coup, dans plein d'endroits, la question de l'existence de la spécificité du psychiatre pour enfants se pose. Alors, pourtant, l'intitulé du symposium, c'était Regards croisés. Pourtant, la réalité, c'est que, en fait, le métier de pédopsychiatre est différent des autres métiers. Alors, des pédiatres, en ce moment, on le vit tous les jours parce que vous savez que du fait de la pénurie de pédopsychiatres et de l'augmentation du nombre de tentatives de suicide des adolescentes, nous avons plein de patientes qui sont hospitalisées en pédiatrie. Jusqu'à les 3/4 des lits de pédiatrie peuvent être occupés par des patientes comme ça. Et donc, beaucoup de pédiatres s'occupent de ces patientes et ils sont complètement démunis parce qu'ils ont l'habitude d'être très procédural, avec des diagnostics clairs, des traitements clairs, etc. Et là, on est avec des patients souvent un peu borderline, et c'est bien sûr pas du tout la même façon de gérer la situation. Et puis, à l'opposé, hier et avant-hier, il y avait le congrès de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et des disciplines associées. Et la première journée, c'était avec des jeunes collègues, les internes. Et il y a eu une interne qui m'a dit, j'ai quand même une question. Moi, je suis perdu. On arrive dans des services et souvent les psychologues, je comprends même pas ce qu'ils disent. Alors j'ai dit, écoute, c'est comme quand on va dans un pays différent où il y a plusieurs langues, il faut apprendre les langues. Hein, et puis plus on apprend de langues, en fait, plus c'est intéressant. C'est une question transculturelle, voilà. Mais donc on voit que dans la réalité, il y a des différences. Alors, mais quelles sont-elles? Eh bien, en allant vraiment à l'extrême, je pense que vous, psychologues, vous êtes les gardiens... C'est joli. Psychologue, c'est très bien. Vous êtes les gardiens du savoir, et nous, on est les gardiens de l'autorité. Je vais développer ça, je vais développer ce raccourci. Et que, pour ça, nous sommes en crise dans nos professions respectives.
Pour ça, nous avons des métiers différents, qui sont complémentaires, comme tu l'as montré tout à l'heure, concrètement. Mais pour ça aussi, comme c'est pas verbalisé comme ça, eh bien, ça peut susciter des tensions. Parce que, à un moment donné, je vais dire le psychologue, même si en termes de fréquence de genre, c'est pas ça, mais le psychologue va dire, oui, mais je sais. Et puis le psychiatre va dire, oui, mais je commande. Et c'est quand même un peu ce qu'on voit parfois dans les services. Alors, pourquoi vous seriez les gardiens du savoir? Eh bien, c'est dans l'étymologie du mot psychologue. Hein. En termes académiques, vous êtes les professeurs d'université qui étudiez la pensée. Et vous avez cette légitimité qui est reconnue socialement. Et que nous, ce n'est pas le cas du tout. Voilà. Il y a des biologistes, il y a des psychologues. Et ça, c'est un statut, c'est quasiment sacré. D'ailleurs, on le sait que je suis psychologue. Voilà, et c'est, j'étudie, et donc j'étudie ta pensée, et la pensée en général. Alors bien sûr, ce qui complique, c'est que il n'y a pas une psychologie, comme vous êtes au courant, il y a des psychologies. Alors qu'en biologie, alors il y a la biologie moléculaire, la biologie des corps organisés, etc. Mais ils se disputent les postes aussi, hein, et comme les physiciens, il y a la physique du tout petit, mais quand même, il y a une épistémie commune. Alors que vous, il y a, et je pense que c'est pour des raisons ontologiques, c'est que quand j'étudie le sujet pensant, oui, mais j'étudie le sujet en réalité. J'étudie le sujet, et donc je vais porter un discours mythologique sur ce qu'est le sujet. Et ça a un impact extrêmement puissant dans la société, beaucoup plus qu'un impact de la différence entre la physique des particules et la mécanique du solide. Vous voyez ça, on sent bien que socialement, c'est pas la même chose. Alors, eh bien, en termes scientifiques, comme vous le savez, aujourd'hui, il n'y a pas d'unicité des représentations du sujet pensant. Ça viendra peut-être un jour. C'est pas impossible, mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et vous êtes pris, en tout cas, c'est mon regard de psychiatre sur vous, vous êtes pris dans des clivages épistémiques multiples. Alors, il y en a un que l'on fait remonter au XVIIe siècle, qui s'appelle le tournant de la nature, où, en fait, des épistémologues disent qu'à cette période-là, c'est Galilée, Descartes, Newton, vous voyez, c'est que l'humain objective les choses. Il n'est plus dans la nature, il regarde la nature et il va dire, un coucher de soleil, c'est les photons qui rentrent dans mon œil et du coup, je vois le soleil. Alors qu'avant, nous étions avec le coucher de soleil, nous étions en train de le vivre. Et que, en psychologie, eh bien, il y a les deux. Certains psychologues ont adopté le tournant de la nature, c'est-à-dire une vision extérieure du sujet pensant, et puis certains psychologues sont dans la nature, avec le sujet, avec la pensée, dont je pense à la phénoménologie, bien sûr à la psychanalyse, par opposition aux sciences cognitives, qui pour moi accompagnent aujourd'hui le tournant de la nature. Alors il y a un autre enjeu épistémique qui est celui de modernité versus postmodernité, qui n'est pas négligeable du tout. Alors ces mots sont compliqués, je n'ai pas le temps de les définir, mais vous voyez un peu à quoi je fais allusion. Modernité, c'est-à-dire il y a un discours universel sur ce qu'est la nature et l'humain. L'humain a un cœur et un cerveau, et ce cerveau fonctionne comme ça. Et puis c'est comme ça, voilà, c'est la réalité des choses. Sauf que aujourd'hui, il y a une tension autour de la modernité, parce qu'à dire que tout est comme ça, eh bien, on fout en l'air la nature, et on fout en l'air le sujet pensant aussi, puisque, en fait, on le met un peu... En tout cas, certaines personnes disent ça. Et puis, vous avez, et ça c'est quand même une particularité académique, vous avez un courant postmoderne, puisque parmi les trois philosophes, on les appelle les philosophes du soupçon, qui auraient été à l'origine de la postmodernité, il y a Nietzsche, Marx et Freud. Et bien sûr, on ne peut pas faire l'économie de Freud quand on est psychologue, enfin, en tout cas, au moins pour un enjeu historique. Et puis, le troisième enjeu épistémique que je vois vous fragiliser, c'est l'enjeu autour du biopouvoir. C'est qu'aujourd'hui, le discours sur le sujet pensant, eh bien souvent, est porté par le biologiste. Et d'ailleurs, on le voit dans
le mot, qui est d'ailleurs quasiment un oxymore, de neurosciences cognitives, qui est curieux, hein, parce que, comme vous le savez bien mieux que moi, à l'origine, les sciences cognitives, ça n'était pas de la neurologie, c'était étudier le sujet en tant que système traitant de l'information, et ça peut se passer dans les doigts de pied comme dans le cerveau, c'est pas le problème. Mais donc vous êtes en tension avec la biologie, et du fait du biopouvoir, eh ben, le savoir biologique a aujourd'hui une position d'autorité dans le monde du savoir. Et donc, eh bien, vous êtes fragilisé. Et comme, bien sûr, nous, psychiatres, eh bien, de fait, comme vous êtes des gardiens du savoir, mais nous utilisons votre savoir pour construire notre clinique, eh bien, nous sommes en tension par écho par rapport à vous, à ce que vous vivez. Alors maintenant, j'en arrive, le psychiatre gardien de l'autorité. Alors là aussi, ça écorche les oreilles, parce qu'aujourd'hui, le mot autorité est un mot catastrophique, hein, mais c'est quand même, alors surtout dans le milieu médical, hein, l'autonomie du patient, l'empowerment, etc., versus le patriarcat médical, enfin, et tout ça. Et donc dire que le médecin est le gardien de l'autorité, c'est absolument horrible, surtout quand ça vient d'un homme blanc de 61 ans, mais je m'autorise quand même à parler. Mais en fait, c'est une réalité anthropologique. C'est une réalité anthropologique. Vous savez qu'il y a un sociologue qui disait que dans les sociétés occidentales, il y avait une légitimation de la violence qui était limitée à l'armée et à la police, pour le meilleur et pour le pire. Eh bien, en fait, il oublie le médecin. Le médecin a une légitimité d'empoisonner les gens. Et il a une légitimité de prendre un bistouri et de les ouvrir. C'est de la violence. C'est de la violence. Alors, c'est pour faire du bien aux gens, mais ce sont des poisons, et c'est une atteinte au corps. Et ça se voit... Alors, vous me direz en psychiatrie, mais en psychiatrie, les psychotropes ont une aura très particulière. Hein. Il y a quasiment quelque chose de sacré dans le fait qu'une substance chimique va modifier votre psychisme. Il y a le pouvoir symbolique du psychotrope est considérable. Alors vous me direz, on n'a pas la chirurgie. Ben si, on a la chirurgie, figurez-vous. Alors, on a les casseroles de la lobotomie, mais vous savez que maintenant, il y a dans le traitement du TOC de la stimulation profonde, il y a les électrochocs, il y a la stimulation transcrânienne, et d'ailleurs c'est très intéressant de voir l'écho que ça a dans la société et auprès des psychiatres. Parce que la stimulation transcrânienne, par exemple, ne marche pas très bien en réalité. Ça marche un peu, mais pas très bien. Mais ça suscite un enthousiasme auprès des collègues psychiatres d'adultes qui est extraordinaire parce qu'ils se réapproprient leur autorité d'agir sur le corps directement. Alors donc, autorité liée à cette légitimité d'empoisonner et d'utiliser un bistouri, et autorité au niveau des mots et de la loi, puisque le diagnostic est quand même la possession du médecin, c'est même dans la loi, vous savez. Hein, et d'ailleurs, ce qui est particulièrement fort en France et qui est très étonnant, il y a plein de pays où, bien sûr, les psychologues, les physiothérapeutes peuvent poser des diagnostics, et c'est juste une évidence, mais en France, non, le diagnostic appartient aux professions médicales, et vous savez que le diagnostic aussi est quelque chose d'autoritaire, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'utilise avec précaution, parce que quand on le prononce, il peut même être parfois autoréalisateur, et puis la loi, bien sûr, puisque le psychiatre peut enfermer les patients. Et donc, au niveau du symbolique, c'est extrêmement important. Donc, le psychiatre est le gardien d'autorité. Et ça a un impact dans sa pratique sans qu'on s'en rende compte. Ou du moins sans qu'on le conscientise. Et ça va se traduire par le fait que l'alliance thérapeutique ne va pas être de la même nature entre un psychiatre et un patient, entre un psychologue et son patient. Le transfert, le contre-transfert ne vont pas être de la même nature du fait de ce statut. Et bien c'est comme ça, voilà, il faut le savoir pour pouvoir travailler avec. Et donc j'en arrive à mon dernier mot. Je crois que Myron Belfer avait tort. Il y a une place, et d'ailleurs le fait qu'il y ait une tache aveugle, vous voyez, c'est quelque chose d'important. Il y a une tache aveugle, on a du mal à dire cette différence qu'il y a entre psychiatre et psychologue. Mais elle est importante, et d'autant plus importante que, comme vous le disiez tout à l'heure, on est en tension en termes démographiques et qu'il faut d'autant mieux le penser que nous devons réorganiser nos soins.
Merci de m'avoir écouté.